Bien, bonjour pour ce nouveau cours qui, comme d'habitude, aura une durée de 2 heures et on fait une petite pause de 5-6 minutes entre les deux morceaux, les deux segments. Donc, entrons tout de suite dans la matière, c'est-à-dire le titre du cours 1616. Pourquoi donner une date comme titre à un cours? C'est évidemment en rapport avec une rencontre qui a été due au hasard des destins et peut-être aussi des confusions. Le 22 avril 1616 est le jour de la mort de Cervantes à Madrid, dans une maison qu'il occupait depuis une année et qui se trouve à la rue de Léon. Et il est enterré le 23 avril dans le couvent des Trinitaires des Chaussées, los Trinitarios Descalzados, qui était sans doute dans un rapport important avec Cervantes, puisque c'était l'ordre des Trinitaires qui, pour lui comme pour d'autres, l'avait racheté dans sa captivité lorsqu'il avait été captif dans les bagnes, los bagnos d'Alger. Et en 1580, les Trinitaires avaient comme activité, qui dans ce cas-là s'est portée sur Cervantes, de racheter les captifs chrétiens des barbaresques ou des Ottomans. Et vous savez aussi, peut-être vous l'avez vu, que récemment, il y a une discussion qui s'est ouverte sur l'identification de certains des restes de Cervantes qui auraient été retrouvés dans l'église des Trinitaires. Ce mois d'avril 1616 est important, c'est le dernier de sa vie, pour deux raisons. La première, parce que le 2 avril, au début du mois, il a fait des vœux définitifs pour entrer dans l'ordre tertiaire de Saint-François, qui est un ordre pour laïcs, mais qui traduit ce qui étaient les formes de dévotion ou de piété de Cervantes à la fin de sa vie, très liées à la réforme catholique et très liées à un engagement aux côtés de l'Église de la contre-réforme et marqué par cette entrée avec des vœux définitifs dans cet ordre tertiaire. Et le 19 avril, il a écrit ce qui est l'un des deux derniers textes jamais écrits par Cervantes, c'est-à-dire la dédicace à son protecteur, le comte de Lemos, pour le dernier livre qu'il a pu rédiger et qui sera publié de manière posthume l'année suivante, en 1617. Ce livre est celui qui a pour titre Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Difficile à traduire, puisque trabajos, dans ce cas-là, peut signifier à la fois les épreuves que passent des personnages pour accéder, dans ce cas-là, à une forme de sainteté ou de religion, un pèlerinage jusqu'à Rome. Ça peut être traduit aussi plus banalement par les travaux de Persiles et Sigismunda. Et aussi, il y a une notion de voyage et comme vous vous souvenez peut-être, cet immense roman a deux parties qui commencent dans un nord mythique, fabuleux, inquiétant, et les deux dernières parties sont ceux d'un pèlerinage qui commence lorsque les pèlerins arrivent à Lisbonne pour atteindre, dans une année de jubilé, le centre de la chrétienté, c'est-à-dire Rome. Et ce livre étant achevé, il en écrit deux textes qui viennent l'accompagner. D'une part, cette dédicace au comte de Lemos, qui était un personnage puissant, puisque Lemos était le neveu du principal ministre de Philippe III, c'est-à-dire le duc de Lerma. Et Lemos lui-même avait été, ou était encore à ce moment-là, vice-roi de Naples et dont on attendait le retour en Espagne. Et l'autre texte que je commenterai et qui accompagne cette dédicace, c'est le prologue que Cervantes a écrit pour le même livre. Et ce sont deux textes que j'avais eu l'occasion d'évoquer lors d'un séminaire précédent ou d'un cours précédent. Ce sont deux textes très émouvants puisque Cervantes, malade, a une sorte de
d'idée que ce sont là les derniers textes qu'il peut écrire. Alors, dans la traduction qui est celle de la Pléiade, la dédicace au comte de Lemos est la suivante. Il en donne tous ses titres, évidemment, qui a été gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, président du Conseil suprême d'Italie, vice-roi de Naples et commandeur de la commanderie de la Salsa de l'ordre d'Alcantara. L'ordre d'Alcantara est un des 3 ordres militaires qui avaient été fondés lors de la Reconquista contre les musulmans occupant l'Espagne. Voilà le texte. Ces vieux couplets si célèbres en leur temps, qui commencent par « le pied déjà à l'étrier », j'aurais aimé ne pas les voir si bienvenus dans cette mienne épître que je peux presque commencer dans les mêmes termes en disant « le pied déjà à l'étrier, de mortelle angoisse saisie, grand Seigneur, ces lignes, j'écris ». Et là, ce commencement est un commencement qui met en rapport la situation, une annonce, une présomption de fin, avec une sorte de poème populaire, de formule folklorique, qui étaient ces vers, ces poèmes qu'on appelle quintanilla, de 5 vers, et qui est une adaptation que fait Cervantes de ce texte qui circulait et dans lequel la phrase « Grand Seigneur, ces lignes j'écris » était remplacée par la phrase qui s'adressait à une femme « Señora, aquesta os escribo ». Et lui, il le transforme dans « Grand Seigneur, esto te escribo ». Et la quintanilla était liée plutôt à un départ de quelqu'un par rapport laissant une femme aimée, puisque les 2 derniers vers que Cervantes n'utilise pas étaient « puisque je ne peux pas partir vivant, et encore moins que sans te revoir ». Et c'était cette formule qu'il adapte à la situation, l'adressant au comte de Lemos. La dédicace continue. « Hier, j'ai reçu l'extrême-onction. Aujourd'hui, j'écris ceci. Le temps est court, l'angoisse grandit, l'espoir s'amenuise. Et en dépit de tout, je soutiens ma vie du désir que j'ai de vivre et voudrais bien en reporter les bornes jusqu'au bonheur de baiser les pieds de votre Excellence, car il ne pourrait que la joie de vous revoir bien portant en Espagne, car il se pourrait que la joie de vous revoir bien portant en Espagne me rende la vie. Mais s'il est décrété que je la doive perdre, qu'il en soit selon la volonté du ciel. » Et ici, le texte, évidemment, est dans cette imminence de la mort. Il a reçu en toute conscience et lucidité l'extrême-onction, et cette attente qui sera déçue, puisque Lemos ne rentrera en Espagne qu'en juillet, du retour du vice-roi de Naples qui était son protecteur. Et en même temps, les échos de ces lignes sont à la fois finalement une certitude chrétienne dans le décret de Dieu, la volonté du ciel qui doit s'exercer, et en même temps que la ansias, l'angoisse grandit, et en même temps cette idée un désir de poursuivre la vie. Et la fin de la dédicace revient sur un registre plus immédiatement littéraire, on va dire, et que votre Excellence sache du moins ce mien désir, et qu'elle eût en moi un serviteur si fidèle qu'il voulut par-delà la mort montrer sa bonne intention. En dépit de tout, je me réjouis d'avance, comme en prophétie, de votre arrivée, exulte de vous voir désigné à l'admiration de tous, et de rechef me réjouis que mes espoirs aient été ainsi amplement exaucés, que le dit la rumeur des bontés de votre Excellence. Il me reste par devers moi quelques reliques qui voudraient voir le jour. Et il annonce des livres qui, supposément écrits, devraient être publiés, si le temps lui en était donné, les Semaines du Jardin et le fameux Bernardo. Si par chance et pour mon bonheur, qui serait plutôt que bonheur miracle, le ciel me laisse encore vivre, vous les verrez, ainsi que la fin de la Galatée dont vous êtes, je sais, un lecteur fidèle.
Dieu veuille que ces ouvrages prolongent ma bonne intention et qu'ils gardent votre Excellence autant qu'il est possible. De Madrid, 19 avril 1616. Et cette fin, qui est celle de la reconnaissance d'une protection de Lemos, a entraîné de multiples commentaires avec ces trois titres que Cervantes dit comme ayant été rédigés par lui ou en voie d'être terminés. Le premier, Las Semanas del Jardín, est resté très mystérieux. On peut supposer qu'il s'agissait d'une collection de nouvelles, un peu sur le modèle de Novelas Ejemplares, qui avait été publiée en 1613. Au cours du XIXe siècle, une nouvelle a été attribuée à Cervantes comme étant une des parties de ces Semanas del Jardín, les Semaines du Jardin, mais sans qu'il y ait une certitude sur cette attribution, qui est plutôt d'ailleurs majoritairement contestée aujourd'hui. El famoso Bernardo est aussi un titre mystérieux, ce qui laisse entendre ce qu'il s'agissait d'un texte voué à Bernardo del Carpio, qui est un des héros du cycle carolingien, du cycle de Charlemagne, puisque ce Bernardo del Carpio est considéré comme un des vainqueurs de Charlemagne lors de la seconde bataille de Roncevaux. S'agissait-il d'un poème héroïque? S'agissait-il d'un roman de chevalerie? Comme si, à la fin de sa vie, après s'en être moqué dans le Quichotte, Cervantes lui-même écrivait un roman de chevalerie. Là encore, l'incertitude est totale et c'est, je crois, la seule mention par Cervantes d'un livre qui se serait appelé Don Bernardo, entendez, del Carpio. Et le troisième, La Galatea, qui est un livre réel, publié en 1585 par Cervantes, le premier titre publié après son retour de captivité, libéré par les Trinitaires. Dès l'édition de 1585, Cervantes avait annoncé qu'il en écrirait une seconde partie. Et c'est cette seconde partie qu'il a annoncée plusieurs fois dans des prologues, par exemple dans la dédicace de ses Comédias, dans la deuxième partie du Quichotte, maintenant dans le Persiles. C'est cette seconde partie toujours annoncée qui ne sera jamais publiée, a-t-elle jamais été écrite? C'est une autre question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Galatea et Bernardo sont deux livres qui apparaissent dans le Don Quichotte, première partie, 1605, lorsque, vous vous souvenez, le curé et le barbier, considérant que ce sont ces lectures qui entraînent la folie de Don Quichotte, qui a déjà opéré sa première sortie, primera salida, entre dans la bibliothèque pour l'épurer et pour en détruire la majorité des ouvrages. Et on rencontre dans cette fiction, qui est celle du curier et du barbier mettant au feu les livres qu'ils considèrent comme responsables de la déraison de Don Quichotte, on rencontre ces deux textes, comme s'il y avait un écho entre ce texte de 1605 et ce qui est présent dans cette dédicace de 1616. Première allusion, c'est celle aux romans qui ont pour héros Bernardo del Carpio. Que l'on jette et que l'on mette en dépôt dans un puits sec ce livre et tous ceux que l'on trouvera traitant de cette matière de France, jusqu'à ce que après plus mûre délibération, l'on voit ce qu'il y a lieu d'en faire. À l'exception d'un Bernardo del Carpio qui traîne par là et d'un autre appelé Roncevaux, car à peine ces deux-là seront entre mes mains qu'ils iront dans celle de la gouvernante et de là celle du feu, sans rémission aucune. Tout un commentaire qui serait à faire sur ce chapitre 6 du Quichotte et comment donc, Cervantes réemploie les formules et les modalités de l'Inquisition pour les appliquer dans un contexte qui est celui de l'épuration de la bibliothèque de Don Quichotte. Vous voyez qu'ici le thème, c'est que certains livres étaient comme emprisonnés par décision de l'Inquisition, et c'était le cas dans ce moment-là de ce que le curé et le barbier voulaient faire de tous les romans qui appartiennent à la matière de France, mais
les deux qui sont voués à Bernardo del Carpio sont, eux, immédiatement destinés au bûcher par les deux examinateurs, le curé et le barbier. Donc là aussi, un effet à distance, peut-être ironique, entre cette condamnation radicale, c'est une exception dans le cycle de France de ces deux livres consacrés à Bernardo del Carpio dans la fiction de 1605, et l'idée que Cervantes lui-même aurait écrit à la fin de sa vie un livre voué à la figure mythique de ce héros des romans de chevalerie. L'autre allusion, elle concerne évidemment la Galatea, puisque dans une autre partie, peut-être je le commenterai dans l'année, de cet examen de la bibliothèque, dans un de ces effets de réel que Cervantes aimait à produire et qui ont été soulignés dans un très beau texte de Borges, Las Magias Parciales del Quijote, les magies partielles du Quichotte, et il rencontre dans la bibliothèque de Don Quichotte le livre de Cervantes. Mais quel est donc ce livre qui est auprès de lui? La Galatée de Miguel de Cervantes, dit le barbier. Il y a bien des années, dit le curé, que ce Cervantes est un de mes bons amis, et je sais qu'il est plus versé en infortune qu'en vers. Son livre ne manque pas d'une heureuse invention. Il propose, mais ne conclut pas. Il faut attendre la seconde partie qu'il promet. Peut-être en sa mandat obtiendra-t-il pleine miséricorde qui lui est pour l'instant refusée. Et jusqu'à ce qu'on voie cela, tenez-le reclus dans votre maison, monsieur mon compère. Donc la Galatea de Cervantes est présente, publiée en 1585, est présente dans la bibliothèque de Don Quichotte en 1605, et la décision rappelant Cervantes jouant avec lui-même les promesses faites d'une seconde partie. En attente de cette seconde partie, le jugement est suspendu et le livre est confié au barbier qui va le garder par-devers lui jusqu'à ce que la publication de la seconde partie permette un jugement définitif. On voit donc que ces deux des trois titres, le Don Bernardo mystérieux et la seconde partie promise de la Galatea, sont chez Cervantes une constante qu'il va mettre en place encore dans un de ses deux derniers textes, c'est-à-dire la dédicace au Conde de Lemos. Cette dédicace ne peut pas être séparée dans les préliminaires rédigés par Cervantes pour le Persiles y Sigismunda d'un prologue qui a peut-être été écrit le 20 avril, mais peut-être aussi le même jour que la dédicace, le 19 avril. Et ce prologue est aussi très touchant, très fort, effectivement. Cervantes le dédie à le très affectionné lecteur, amantissimo lector. Et ce serait d'ailleurs un thème de recherche qui a pu être travaillé, de voir comment est construite la figure du lecteur implicite dans les textes des XVIe et XVIIe siècles ou d'autres périodes. Et une des figures rhétoriques les plus classiques était celle du lecteur ami. Mais il y a des variations, et par exemple chez Cervantes, dans le Don Quichotte de 1605, peut-être vous vous souvenez que le prologue commence par Desocupado lector, le lecteur qui est désoccupé, mais il est désoccupé au sens qu'il n'est pas en train de lire pour son office, ou sa charge, ou son emploi, et que donc ce temps-là de l'otium, du loisir, qui est loin des occupations obligées, lui donne une possibilité de lire quelque chose d'autre, c'est-à-dire cette fable, cette fiction qui est le Don Quichotte. Et ici, à la fin de sa vie, ce lecteur est devenu amantissimo, très aimé, très affectionné, comme si une connivence s'était liée entre Cervantes et ses lecteurs au fil des publications, les deux parties du Quichotte, 1605 et 1615, les novelas ejemplares, les nouvelles exemplaires, 1613,
et peut-être aussi les publications des Comedias qui n'avaient pas été représentées, mais qu'il a publiées aussi en 1613. Et dans ce prologue, Cervantes invente une petite fiction qui est celle d'un voyage qu'il fait, lui, Cervantes, entre la ville qui était la ville de naissance de sa femme, Esquivias, et Madrid. Et sur le chemin de ce voyage, sans doute complètement mythique, inventé, imaginé, puisque l'état de santé de Cervantes ne lui aurait pas permis de faire un tel voyage dans le moment où il le situe, c'est-à-dire quelques jours avant la rédaction du texte, il rencontre un étudiant et ce qui a pu attirer l'attention, c'est que cet étudiant est monté sur une ânesse et que lui, Cervantes, est dit monter sur un roussin, un très mauvais cheval, en Rocinante. Comme si finalement, dans ce prologue, il y avait un jeu de miroir. Un critique français, Moyo, a parlé de fantasme spéculaire, comme si, dans un sens, dans cette petite fiction ultime, Cervantes s'identifiait avec Don Quichotte et le dialogue qu'il noue avec l'étudiant, identifiant cet étudiant avec Sancho Panza, comme un jeu d'écho, de miroir entre cette fiction, qui est normalement une mise en scène de sa propre vie, et la fiction essentielle, qui était celle du Quichotte. Et dans ce texte, il y a la fin, qui est qu'après ce petit dialogue, l'ombre de la mort se porte sur le texte. Ils se séparent, Cervantes rentre sur Madrid, l'étudiant va de son côté, après une discussion à la fois sur la réputation de Cervantes, sur la maladie qui est en train de le miner, et les derniers paragraphes sont les suivants. D'abord, une réplique qu'il fait à l'étudiant. « Ma vie touche à son terme, et au train où vont les éphémérides de mon pouls, qui au plus tard achèveront leur course dimanche, j'achèverai moi celle de ma vie. C'est en un dur moment que vous avez fait ma connaissance, puisqu'il ne me reste plus le temps de vous montrer combien je vous sais gré de l'amitié que vous m'avez montrée. Là-dessus, reprend l'auteur, Cervantes, du prologue, là-dessus nous arrivâmes au pont de Tolède que je pris tandis que lui s'écarta pour prendre celui de Ségovie. Ce qu'on dira de mon aventure l'a renommée en aura soin. Mes amis envie de la dire, et moi plus encore de l'entendre. Nouvelles accolades de ma part, nouvelles offres de service de la sienne, et il éperonna sa monture et me laissa aussi mal en point qu'il était mal en selle sur son ânesse, laquelle avait donné forte tentation à ma plume d'écrire des plaisanteries. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le jour viendra peut-être où, renouant ce fil brisé, je dirai ce qui ne me vient pas ici et que je sais qu'il eût fallu dire. Adieu, grâce de l'esprit, adieu, plaisanterie, adieu, mes gais amis, sur le point de mourir, j'emporte le souhait de vous revoir bientôt, content, dans l'autre vie. Et c'est cet adieu à la vie qui sont sans doute les dernières lignes écrites par Cervantes dans ce prologue destiné aux préliminaires des Trabajos de Persiles y Sigismunda. Le livre sera publié donc l'année suivante. On y retrouve bien sûr ce que je viens de dire, c'est-à-dire les préliminaires habituels, ce que l'on appelle généralement péritexte, si l'on suit la classification de Genette, mais qui, dans le monde typographique ancien, ont une unité typographique, puisqu'il s'agit d'un cahier qui est composé après la totalité de la composition du livre, qui donc n'entre pas dans la série régulière des signatures des différents cahiers, et qui est un ensemble de textes qui font système, puisque les uns sont liés avec le
le commerce de librairie, les autres avec la licence, l'autorisation, les privilèges donnés par le pouvoir royal, et les troisièmes avec les textes que l'auteur adresse dans ses préliminaires, soit à son protecteur, soit au lecteur, soit aux deux, comme dans ce cas. Et dans l'édition de 1617 des travaux de Persiles et Sirismunda, on trouve effectivement l'ensemble de ces documents qui, pour la plupart, datent de la fin de 1616, l'approbation du censeur, le privilège donné par le souverain, puis à la toute fin de l'année, la Federata. La Federata était le texte qui permettait à un censeur de contrôler que ce qui avait été imprimé était ce qui avait été autorisé et que rien n'avait été introduit pendant le processus de publication qui aurait été soustrait au regard de la censure. Et la tassa qui était quelque chose de propre au monde de l'Espagne du siècle d'or, c'est-à-dire le fait de fixer le prix auquel doit être vendu le livre. Et on trouve la Federata, dans ce cas-là, est du 15 décembre 1616, la Tassa du 23 décembre 1616, et les textes de la dédicace, 19 avril 1616. Le prologue est sans date, mais comme je le disais, c'est sans doute entre le 19 ou le 20 avril que Cervantes l'a rédigé. Ce qui est ajouté, ce sont deux pièces funéraires qui ont été écrites par des poètes d'ailleurs qui n'ont pas un renom spectaculaire. Le premier, Francisco de Urbina, et qui a écrit une épitaphe à Miguel de Cervantes, grand esprit chrétien de notre temps, que les tertiaires de Saint-François portèrent au tombeau, visage découvert, puisque tertiaire il était. Dans cette épitaphe, on voit que c'est cette dimension-là qui est première. Esprit chrétien, ordre des tertiaires de Saint-François, enterrement par les confrères de cette confrérie. Donc le texte renvoie fondamentalement au Cervantes chrétien, et pas à l'auteur du Quichotte, de la Galatea ou du Persiles lui-même, c'est-à-dire le livre qui suit cette épitaphe. L'épitaphe traduite est la suivante. Sigi, passant le pèlerin Cervantes, par la terre son corps est recouvert, mais non pas son renom divin. S'il s'est achevé son chemin, sa gloire n'est pas morte, ni son œuvre, et ses gages clairs qu'il sut à l'heure du transit, d'ici-bas à meilleure vie, aller visage découvert. Allusion évidemment à l'œuvre, à la gloire, à la renommée, mais fondamentalement cet portrait de Cervantes en parfait chrétien. Le deuxième texte est un poème dédié au tombeau, al sepulcro, donc du genre qui accompagne la mort, qui sont le genre des tombeaux. Il est de Luis Francisco Calderón, qui est un clerc, là aussi de peu de réputation. Il s'agit d'un sonnet et qui, comme dans beaucoup de ces tombeaux, comme genre poétique, fait allusion aux passants qui se trouvent face à la tombe où se trouvent les restes dans ce cas-là de l'auteur. Passant, contemple en ce marbre réduit une funèbre, sinon bûcher éminent, les saintes. Passant, contemple en ce marbre réduit, urne funèbre, sinon bûcher éminent, les saintes cendres d'un esprit qui ose dédaigner et l'oubli et le temps. Le tage glorieux, moins de grains de son sable, agite sur son bord, que de langue n'étonne la sienne, grâce à qui peut l'Espagne prétendre au laurier que son renom lui gagne. Brille de mille grâces en ce qu'il a écrit, accompagné d'un doux suspens, son style grave et son invention pieuse et bienséante. Quelle gloire ont donné à un si bel esprit, ceux d'Espagne, les gens du monde entier le savent, et quelle offre à son corps de larmes incessantes. Et là encore, on voit que la manière de caractériser l'écriture de Cervantes, c'est d'un côté ce registre chrétien, puisque ici il s'agit de sua religiosa invention,
moral decoro, un auteur moral, un auteur chrétien, le style grave, stilo grave, par rapport aux fantaisies, facéties qui caractérisent l'œuvre. Et il y a la seule critère, qui ne serait pas ce critère d'un registre moral et religieux pour désigner l'œuvre, c'est cette idée des dulce suspension, ce doux suspens, comme s'il y avait là en référence à ce qui est dans les deux Quichottes, les première et seconde parties, la suspension de l'histoire pour de multiples digressions, parenthèses, nouvelles inscrites à l'intérieur de l'histoire. Voilà donc pour cette première date, celle du 22 avril 1616, qui est la date de la mort de Cervantes. Et dans le mois précédent, ces deux derniers textes, le prologue et la dédicace des travaux de Persillès et Sigismunda, ce qui pourrait rentrer dans une perspective, je crois d'ailleurs un colloque avait été consacré à cette question, les derniers mots, le dernier mot, qu'est-ce que la dernière trace écrite, laissée par un auteur avant sa mort. Ici, l'exemple est puissant, puisqu'il y a une conscience de la mort prochaine, deux fois répétée, et pas comme figure littéraire, puisque dans un cas, il a demandé l'extrême onction pour que l'âme soit en paix avec la divinité. Et en même temps, cette tension à l'intérieur de ces deux textes, entre un désir de vivre et le décret divin, et en même temps cette sorte de mémoire qui revient d'un texte qu'il a utilisé, évoqué, écrit, et qui font continuité entre le Cervantes du premier livre, la Galatea, de 1585, et de ce dernier roman, qui était sans doute pour lui l'œuvre la plus importante, puisque les travaux de Persillès et Sigismunda sont présentés par lui comme la manière d'entrer en compétition avec les romans hellénistiques, avec Héliodore, donc loin des facéties du Quichotte, une œuvre qui est aussi marquée par la foi puissante, puisque les deux dernières parties sont comme un récit de pèlerinage des personnages qui arrivent à Rome en une année de jubilé, mais qui en même temps, par son imagination géographique, déploie ce qui étaient les espaces des grands romans hellénistiques, à commencer par celui d'Héliodore. Donc la rencontre qui fait le cours, si j'ose dire, c'est le fait que le 23 avril 1616, le jour de l'enterrement de Cervantes dans l'église des Trinitarios Descalzados, des Trinitaires des Chaussées à Madrid, est mort Shakespeare à Stratford-upon-Avon. Lui est enterré le 25 avril dans l'église de la petite ville, qui est l'église de la Sainte Trinité, de la Holy Trinity de Stratford. Alors il faut préciser tout de suite deux faits par rapport à ce qui va être sûrement une grande actualité à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire la rencontre de ces deux morts et qui font que les deux géants de la littérature européenne de l'époque moderne peuvent entrer en dialogue, en relation, en comparaison. La première chose à préciser, c'est que la date du 23 avril a été retenue par l'UNESCO à partir de 1995 comme la date du jour mondial du livre et du droit d'auteur d'ailleurs. Donc ce 23 avril, il ne correspond pas tout à fait à ce qu'a été la mort de Cervantes, qui était mort le jour précédent. Et d'autre part, par rapport à la mort de Shakespeare, il pose un problème que l'on a souvent oublié, qui est le fait que s'ils sont morts le même jour, ils ne vivaient pas dans le même calendrier, puisque après la réforme du pape Grégoire XIII en 1582, qui a transformé le calendrier, supprimant 10 jours du calendrier pour faire que le calendrier soit plus en adéquation avec les mouvements des astres, ce qui fait que dans le calendrier grégorien, on est passé directement du 4 octobre au 15 octobre. 10 jours ont disparu pour pouvoir rattraper ce qui avait été considéré comme un retard du calendrier sur les évolutions astronomiques.
Mais ce calendrier grégorien, qui est encore le nôtre et qui a été accepté par toute la chrétienté, n'a pas été accepté par l'Angleterre anglicane, et jusqu'en 1752, le calendrier anglais restera le calendrier julien. Ce qui fait que dans le calendrier julien, Shakespeare est bien mort le 23 avril, mais dans le calendrier qui serait celui de Cervantes ou qui serait celui de l'Espagne ou de la France, il est mort le 3 avril. Et il y a toujours ce décalage de 10 jours qui perdure et qui fait que vous pouvez trouver, selon le calendrier qui est adopté par un auteur d'une analyse, si c'est le calendrier grégorien universel ou si c'est un calendrier qui reste le calendrier julien propre à l'Angleterre, des dates différentes, mais en général séparées par 10 jours. La différence, donc une fois dit cela, c'est-à-dire qu'on célèbre le 23 avril la mort de quelqu'un qui est mort le jour d'avant et d'un autre qui serait mort le 3 avril, au-delà de cela, un trait très important, si on se livre à la même petite enquête, c'est-à-dire quels sont les derniers textes laissés par Shakespeare avant sa mort, il y a évidemment le problème de datation des pièces, mais surtout, il y a le fait qu'à la différence de Cervantes, il n'y a aucun texte de Shakespeare qui soit en rapport avec sa propre existence. Dans aucune des éditions des poèmes ou des pièces, on trouverait des préliminaires dans lesquels Shakespeare parle à la première personne, si ce n'est dans les deux premiers poèmes, Le viol de Lucrèce et le deuxième poème va me revenir, le fait qu'il y a une dédicace pour son protecteur qui est le comte de Southampton. Ce sont les deux exemples, les deux exceptions. Pour le reste, il y a un silence typographique total de Shakespeare par rapport à sa propre œuvre ou sa propre vie. Ce qui est renforcé par un deuxième Vénus et Adonis, les deux poèmes du début de la carrière Vénus et Adonis et Le viol de Lucrèce, dédié à Southampton. Ce qui est un deuxième manque ou un deuxième silence, différent de Cervantes, c'est l'absence de tout type, quel qu'il soit, de documents de nature biographique ou autobiographique. Lettres, mémoires, journal, rien de cela n'existe pour Shakespeare, alors que l'on a toute une série de documents, non pas nécessairement littéraires, mais de Cervantes sur sa propre existence. J'en avais commenté un dans un des cours, lorsque, après 1585, Cervantes est pris par un désir d'Amérique. Un désir d'Amérique est un désir aussi de trouver un emploi rémunérateur dans une municipalité ou dans une administration, et qu'il envoie un mémoire au Conseil du roi pour demander, excipant de ses services rendus comme soldat, une place en Amérique, soit au Mexique, soit au Pérou. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Le silence est absolu pour ce qui est de Shakespeare, puisque, comme vous le savez, les seuls documents qui mentionnent Shakespeare sont des documents soit notariaux, des transactions pour achat de maison, pour prêt, pour demande de paiement d'une dette d'un débiteur, ou des documents judiciaires en cas d'un procès dans lequel il est appelé comme témoin, et très généralement pour la dernière partie de sa vie, c'est-à-dire à partir du moment où il est revenu de manière plus stable et plus définitive à Stratford. Donc on est devant là un premier déséquilibre, et peut-être qu'une des trames de tout ce cours, ce serait de montrer que l'on peut évidemment comparer Shakespeare et Cervantes, mais dans une situation de totale discordance, déséquilibre et différence, à commencer par ses écrits d'avant la mort. Alors le seul document qui pourrait être invoqué comme un texte shakespearien d'avant la mort,
puisqu'il date du 25 janvier 1616 et qu'il a été révisé le 25 mars 1616, c'est-à-dire à peu près un mois avant le décès de Shakespeare, c'est son testament. Le testament qui a été donc dicté ou réécrit, je vais y revenir, au début de l'année 1616, et qui a été révisé après un événement biographique ou familial survenu dans les premiers mois de 1616, qui est le mariage de sa fille cadette Judith le 10 février 1616. Ce document est publié dans le très gros volume du Norton Shakespeare. C'est une édition qui reprend les textes tels qu'ils ont été édités dans le Oxford Shakespeare, mais repris et sous l'édition générale de Stephen Greenblatt. Et à la fin du livre, qui est un gros livre puisqu'il s'agit des pages 3341 à 3344, c'est sur papier très bible, donc le volume contient énormément de textes. Il y a la publication de ce testament que je n'ai pas vu, mais peut-être l'a-t-il été, donné en une traduction française. Alors ce testament, qui serait le dernier texte de Shakespeare, entraîne deux débats. La première discussion, c'est une discussion sur savoir s'il s'agit d'un testament holographe, donc écrit de la main de Shakespeare, ou des mains de Shakespeare, puisqu'il y a des variantes, mais peut-être que la maladie pourrait expliquer des différences d'écriture, ou bien est-ce qu'il s'agit, comme dans beaucoup de cas, d'un testament qui a été dicté à un notaire ou à son clerc et où la main de Shakespeare serait seulement celle des signatures, les trois signatures qui se trouvent au bas des différentes pages. Ce point a une importance au-delà du détail biographique. Il a une très grande importance parce qu'il authentifier le document comme de la main de Shakespeare et la manière d'avoir un seul document certifié qui donnerait à lire son écriture. Puisque pour le reste, on n'a que des signatures, et il faut rappeler d'une part que ces signatures authentifiées comme celles de la main de l'auteur sont rares dans l'Angleterre des XVIe et XVIIIe siècles, où la délégation de signature est un geste tout à fait ordinaire, aussi bien dans les registres paroissiaux que dans les documents notariés, y compris les testaments. Et d'autre part, des signatures de Shakespeare, 6 peuvent être considérées comme authentifiées par le contexte du document, et 3 se trouvent dans ce testament et 3 dans d'autres documents entre 1612 et 1616. Donc, à part les signatures, qui, du point de vue de l'écriture, sont une trace incertaine, dans la mesure où il y a, plus peut-être que dans les sociétés contemporaines, où la signature est devenue comme une marque répétée de la singularité d'un individu, il y a des variations. Donc, établir quelque analyse paléographique sur la base des signatures est extrêmement risqué. De là l'importance donnée au testament, puisque le testament serait le document dans lequel on peut rencontrer l'écriture de Shakespeare. Et pourquoi cette question prend de l'importance ? Parce que dans une pièce qui n'a jamais été publiée à l'époque, mais qui existe en manuscrit, qui est Sir Thomas More, on a pu repérer 7 mains différentes. Donc c'est un texte qui est exemplaire d'une pratique d'écriture de l'Angleterre élisabéthaine, c'est-à-dire l'écriture en collaboration. Ces 7 signatures, 5 de ces 7 signatures, 5 sont attribuées à des dramaturges. L'une à un scribe et la dernière au censeur, le Master of Revels, qui a demandé des transformations pour un sujet qui était évidemment assez délicat. Thomas More comme résistant à la réforme d'Henri VIII. Et dans ces signatures, dans ces fragments attribués à différentes mains, celle que l'on appelle la main D serait la main de Shakespeare. Et donc on aurait là, dans 2 fragments relativement brefs de cette pièce, Sir Thomas More, le seul manuscrit littéraire
de Shakespeare. Il s'agit de 159 vers à la troisième scène du deuxième acte et, plus important, d'un monologue de Thomas More de 21 vers qui se rencontre dans la première scène du troisième acte. Et la discussion est permanente pour l'attribution de ces deux fragments à Shakespeare. Cette discussion, évidemment, n'a pas qu'une base paléographique. Il y a toute une série d'analyses de type stylistique ou lexical, de type lexical ou stylistique qui peuvent être convoquées. Mais la plus sûre approche était celle qui comparait l'écriture du Testament et l'écriture de cette main D dans le manuscrit de Sir Thomas More, et qui semble extrêmement problématique, sinon invraisemblable. Et donc, on voit pourquoi cette question du testament holographe versus le testament dicté a pris de l'importance dans la critique shakespearienne, dans un contexte plus général que j'ai pu évoquer aussi ici, ce qui est le contexte de l'absence, de l'extrême rareté de manuscrits littéraires avant le XVIIIe siècle. Cela vaudrait aussi pour Cervantes dans ce cas-là. Il n'y a aucun brouillon, premier état des œuvres littéraires. En revanche, il y a des traces biographiques ou autobiographiques dans des textes imprimés qui sont ceux des préliminaires des ouvrages. Et d'autre part, il y a une imposante documentation manuscrite sur des textes liés à la biographie de Cervantes. Dans le cas de Shakespeare, non seulement il n'y a aucun manuscrit de type littéraire, à supposer que cette main D ne soit pas la sienne, ce qui est le plus vraisemblable, et il n'y a aucun document de type biographique ou autobiographique, tant imprimé que manuscrit. Donc voilà un premier élément et qui situe un contraste entre les deux situations. Le deuxième objet de la discussion sur ce testament, c'est le fait qu'il ait été dicté ou qu'il ait été rédigé par Shakespeare lui-même, son interprétation en termes, on va dire, d'émotions, de sentiments ou de psychologie. Si vous lisez la biographie de Greenblatt, Will in the World, qui a été traduite en français il y a deux ou trois ans, il accorde un assez grand nombre de pages à la discussion du Testament. Il y a plusieurs moments dans le livre. Parce que dans cette impossibilité de s'approcher de Shakespeare en tant qu'individu ayant des sentiments, des émotions, des préférences, des détestations, sauf à déduire cette biographie psychologique des œuvres elles-mêmes, ce qui était la seule ressource finalement possible pour écrire une biographie de Shakespeare depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver les œuvres dans la vie parce qu'on trouve la vie dans les œuvres. Donc, si l'on ne veut éviter cette sorte de cercle fermé, la seule possibilité pour sortir des œuvres, pour atteindre Shakespeare, est donnée par le Testament, puisqu'il n'y a aucune autre trace écrite, pas la moindre lettre ou pas le moindre mémoire. Alors du coup, le Testament prend de l'importance dans cette perspective pour une critique qui, au moins à partir du XVIIIe siècle, a considéré qu'il fallait rapprocher l'œuvre et l'auteur, et qu'il fallait établir un lien entre l'œuvre et l'auteur, qui commençait d'ailleurs pour les auteurs sans archives par essayer d'établir une chronologie de leurs œuvres, alors que très souvent elles ont été publiées sous des rubriques thématiques qui n'avaient rien à voir avec la date de leur écriture. Et un des basculements dans l'édition des œuvres de Shakespeare au XVIIIe siècle, à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est lorsque l'on considère qu'il faut publier les œuvres en les libérant de la tripartition qui a été la leur dans le folio de 1623,
c'est-à-dire histories, comedies, histories, tragedies, et de les restituer ou de les resituer dans leur ordre chronologique. Ce qui était un travail difficile puisque la plupart n'avaient jamais été publiées, et pour celles qui avaient été publiées, la date de publication n'indiquait pas nécessairement la date de l'écriture et de la représentation. Donc on voit qu'il y a là un basculement qui s'approche de cette idée ou qui veut lui donner un contenu, le rapport entre l'œuvre et la vie, comme si l'œuvre était écrite d'une certaine manière comme une traduction, transposition des souffrances, des plaisirs, des angoisses de l'existence. L'autre, c'est évidemment de constituer une documentation qui donnerait à comprendre ou à lire les sentiments des auteurs. Autant cela peut être développé presque jusqu'à l'excès à partir peut-être du XVIIIe siècle, si on pense à Rousseau ou à Goethe, et se multipliant au XIXe siècle lorsque des auteurs devenus les archivistes d'eux-mêmes laissent d'immenses quantités de documents de nature biographique et littéraire. Auparavant, la situation est presque impossible, sauf à considérer qu'en lisant le testament de Shakespeare, on peut lire quelque chose de ses sentiments profonds. Alors la lecture de ce testament est intéressante dans le premier fait, c'est qu'il établit une donation de l'essentiel des biens à la fille aînée de Shakespeare, Susanne, et à son mari, le docteur John Hall, et qui précise avec une lourdeur de répétition des formules notariales que ces biens qui leur sont légués devront aller à leur fils aîné et ensuite aux héritiers de ce fils sur plusieurs générations. Et ces biens sont assez importants puisqu'il s'agit à la fois des biens fonciers que Shakespeare a acquis au fil des années à Stratford. Il s'agit d'une première maison modeste qu'il avait aussi. Et il s'agit aussi de la petite maison acquise par Shakespeare à Londres dans le quartier des Blackfriars, qui était aussi le lieu d'un des théâtres où la troupe de Shakespeare représentait des pièces. Mais la pièce essentielle, si j'ose dire, de cette donation, en dehors de ses biens à Stratford et de la petite maison de Londres, était ce qui s'appelle New Place, et qui était la maison que Shakespeare avait acquis dès 1597 à Stratford, et qui est une maison de gentilhomme, avec une dizaine de pièces, des cheminées, des jardins, un verger, des granges. Donc il s'agit d'un patrimoine important et, comme on le voit, construit très tôt dans la carrière de Shakespeare avec cet achat dès 1597 de cette maison de The New Place. Et dans le testament, il signale The New Place où maintenant je demeure, wherein I now dwell. La discussion qui peut se lier avec cette présence d'une importante maison, presque d'une maison de la gentry, est la discussion sur les lieux de résidence et les lieux d'écriture de l'auteur. Là encore, à partir du XVIIIe et plus avant, il y a un intérêt pour la maison d'écrivain. C'est un objet du tourisme littéraire aujourd'hui, mais dès le XVIIIe siècle, la visite à l'écrivain, la rencontre avec son lieu de travail, Rousseau à Ermenonville par exemple, est devenu quelque chose qui se lie à cette idée du lien étroit noué entre la biographie et l'œuvre. Et donc être au plus près des conditions, des lieux, des sociabilités de l'écriture devient une exigence. Si l'on déplace la question dans un temps où peut-être elle ne se posait pas, c'est-à-dire l'intérêt pour savoir où Shakespeare avait vécu et où Shakespeare avait écrit,
on voit qu'ici, il y a une discussion possible entre une vision classique qui était celle de Shakespeare vivant pour l'essentiel à Londres, dans la sociabilité du théâtre. Il était acteur, il était dramaturge, il était propriétaire de parts dans la troupe qui en 1603 était passée de la troupe du Lord Chamberlain à celle du Kingsmen, les hommes du roi. Et donc ce qui expliquerait aussi les formes de collaboration dans ces premières années, dans cette sociabilité théâtrale et dramatique de Londres, à une vision que certains proposent aujourd'hui et qui était le fait qu'ayant acquis The New Place dès 1597, peut-être Shakespeare a-t-il passé plus de temps, y compris dans l'écriture, dans ce lieu de Stratford, et comme s'éloignant plutôt que le moment de sa retraite à Stratford à partir de 1610, plus de temps dans un autre environnement qui pouvait être l'environnement familial, et on sait, d'après le Testament, la puissance de ce lien avec sa fille aînée, et d'autre part dans un environnement qui était celui d'une petite sociabilité littéraire qui émergera au cours du XVIIe, XVIIIe siècle dans les mémoires ou les récits des témoins, supposés ou authentiques, de Shakespeare à Stratford, et donc dans un autre contexte qui expliquerait aussi en partie pourquoi Shakespeare, certes, a collaboré dans ce modèle que je disais de l'écriture en collaboration, de l'écriture dramatique. Je rappelle que dans un registre de contes d'un entrepreneur de théâtre entre 1590 et 1609, Henslow, les 2/3 des pièces sont payées à plusieurs auteurs, 2, 3, 4 ou 5, soit parce qu'ils ont collaboré dans l'écriture, se divisant les actes ou les scènes, soit parce que l'un a inventé l'histoire et l'autre a écrit les vers, soit parce que les textes sont souvent repris et révisés. C'est ce qui explique pourquoi, dans le cas de Sir Thomas More, il y a 5 mains de dramaturges identifiées comme telles. C'est le fait que la pièce qui date de la fin des années 1590 a été révisée, rénovée au début du XVIIe siècle. Donc il y a 3 formes de collaboration, soit entre plot et vers, entre l'intrigue et les vers, soit parce qu'on divise la pièce, soit parce qu'on révise un texte déjà là. Et Shakespeare l'a fait, mais moins que d'autres dramaturges. Et la période entre 1604 et 1612 ne voit aucune collaboration réellement attestée de Shakespeare. Elles ne reprennent qu'à la fin de sa vie, à partir de 1612, lorsqu'il écrit en collaboration avec Fletcher les 2 nobles cousins, Henri VIII, et la pièce perdue, auquel j'avais consacré un livre, mais beaucoup d'autres ont consacré des livres ou des articles à cette pièce perdue, sur lequel on reviendra peut-être, Cardenio, puisque c'est le seul texte littéraire où se noue la rencontre entre Shakespeare et Cervantes. C'est la seule pièce de Shakespeare où on trouve une trace directe de Cervantes, puisque Cardenio, c'est une histoire d'amour et de désamour à l'intérieur du Quichotte. Et donc, ces 3 pièces-là, The Two Noble Kinsmen, Henri VIII et le Cardenio perdu, sont le résultat d'une collaboration, ce qui a permis de suggérer qu'il y avait aussi des collaborations sans proximité, puisque Fletcher peut-être se rendait de temps en temps à Stratford, mais que c'est une collaboration à distance entre les 2 auteurs qui, comme on l'a montré pour Henri VIII, peuvent se répartir les différentes scènes, une fois qu'ils sont tombés d'accord sur une sorte d'architecture d'ensemble de la pièce. Le deuxième élément qu'on trouve dans ce testament, qui ne serait pas là du côté de l'affection de Shakespeare pour cette fille aînée, mais celle de la méfiance, sinon pour sa fille cadette, mais pour son mari, c'est le fait qu'il a une provision financière
sans autre donation pour la fille dont je parlais, Judith, qui s'est mariée au début de l'année 1616 et qui lègue une somme importante, 100 livres, et sous différentes conditions, d'autres sommes d'argent si ces conditions sont respectées. Cette distance de Shakespeare, elle venait du fait que le mari de cette Judith, Thomas Kinney, n'était pas un personnage sans tâche. Il avait d'abord été excommunié pour s'être marié, d'avoir célébré les bans durant le temps de carême sans avoir obtenu une licence pour faire cela, mais surtout, il avait été condamné pour avoir eu, avant ce mariage avec Judith, un enfant illégitime. Et donc, clairement, il n'est jamais nommé dans le testament, alors que le mari John Hall de Susanna est évidemment systématiquement nommé. Le troisième élément dans ce testament intéressant, c'est les petits legs que fait Shakespeare à toute une série d'amis ou de voisins à Stratford et à 3 de ses anciens compagnons de théâtre, John Hemmings, Richard Burbage et Henry Condell. Et on retrouve ces 3 noms, évidemment, dans la troupe des Kingsmen. Dans le folio de 1623, il y a une liste des acteurs de la compagnie. Et Burbage est nommé en second, tout de suite après Shakespeare. Hemmings en 3e et Condell en 7e. C'était à la fois des acteurs dans la compagnie, comme Shakespeare, et c'était comme lui des propriétaires de la compagnie, puisque la structure de propriété des compagnies de théâtre est celle des shareholders, ceux qui possèdent des parts dans le capital de la troupe et qui reçoivent des revenus en proportion de ce capital. Comme il n'est pas question dans le testament de ces parts possédées par Shakespeare, tout laisse supposer qu'il les a vendues, cédées à d'autres avant son retour plus stable à Stratford à partir de 1610-1611. Le détail intéressant, c'est qu'il laisse à chacun des 3, Condell, Hemmings et Burbage, 26 shillings et 8 pence. Et pour faire quoi? Pour acheter des anneaux. Et il s'agit là d'une pratique dans l'Angleterre de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui est la pratique d'anneaux de deuil que l'on doit porter en témoignage d'amitié ou d'affection. Et donc c'est cette somme-là que Shakespeare donne à ses 3 compagnons pour qu'ils s'achètent les anneaux célébrant son deuil. Peut-être, puisqu'on a commencé un peu plus tard, je vais continuer jusqu'à la fin du Testament. Le débat le plus vif concerne l'absence ou la très faible présence dans le Testament de la femme de Shakespeare, Anne Hathaway, qu'il avait épousée en 1582, avec une licence qui permettait la publication des bans du mariage dans une période où normalement cela était interdit, c'est-à-dire la période de l'Avent, mais sans doute parce que, comme le montre la date de naissance de Susanna, le 26 mai 1583, Anne Hathaway était déjà enceinte de sa fille. Et Anne Hathaway, l'épouse légitime depuis 1582, est absente de la première rédaction du Testament, puisque quand je dis qu'il a été modifié le 25 mars, c'est parce qu'il y a des lignes ajoutées, des passages ajoutés, et un des passages ajoutés a fait couler beaucoup d'encre shakespearienne, c'est celui où Shakespeare lègue à sa femme « My second best bed » with the furniture, mon second meilleur lit avec les couvertures et les rideaux qui accompagnent le lit. Et cette seule mention de l'épouse qui reçoit le second meilleur lit a laissé place à de multiples interprétations, les unes juridiques, considérant qu'il était normal de ne pas mentionner les épouses, puisqu'elles avaient droit immédiatement,
de soi à une pension à vie qui était prise sur un tiers des biens laissés. Donc les veuves avaient ce patrimoine assuré et qu'il n'était pas nécessaire de le mentionner. Certains critiques ont fait remarquer d'une part que dans certains testaments, même si cette obligation dont paraissait automatique, elle était quand même expressément mentionnée, ce qui voulait peut-être laisser un doute sur son automaticité et son effectivité, et que d'autre part, pour d'autres, dans une interprétation mauvaise des intentions de Shakespeare, on fait considérer que peut-être avec des dispositifs du droit, le fait de faire un legs particulier, dans ce cas-là, le second meilleur lit, pouvait faire révocation de l'automaticité de cette pension à vie. Donc il y a toute une discussion, je vous l'ai dit, je n'ai aucun moyen de la trancher, mais elle se noue autour de ce thème, finalement, qui va se retrouver dans la discussion psychologique. C'est-à-dire, que signifie cette absence et ce legs si particulier? Pour certains des critiques, il s'agit d'un souvenir tendre, et pour d'autres, d'un témoignage d'une grande hostilité, voire même d'une volonté de blesser Hannah Tawai. Greenblatt, dans son livre Will in the World, écrit « Si ce legs est un témoignage d'un tendre souvenir, on ose à peine imaginer ce qu'aurait été une insulte. » Donc il se range évidemment du côté de cette idée d'une distance très forte, il y avait une distance d'âge très forte entre eux, mais de distance qui pouvait être géographique, Londres et Stratford, affective, son épouse légitime à Stratford et la vie à Londres. Il n'y a aucun moyen évidemment de trancher, mais on voit comment le testament, dans un contexte d'absence d'archives littéraires, d'absence d'archives biographiques, d'absence de traces paléographiques, prend une importance décisive, ce qui explique l'abondance des commentaires. Dernière chose, le testament n'a peut-être pas été le dernier des textes dictés ou rédigé par Shakespeare, et encore dicté que l'abondance de la récurrence des formules notariales montre que l'espace laissé à l'originalité d'une dictée était évidemment très limité et codifié à l'intérieur d'un langage qui n'était sûrement pas celui du testataire. Peut-être qu'il y aurait eu un texte qui serait le dernier texte et qui serait une inscription, un poème de 4 vers que Shakespeare aurait rédigé pour sa propre pierre tombale. Là, en tous les cas, c'est une légende ou une histoire qui est racontée à partir de la fin du XVIIe siècle aux visiteurs qui vont à Stratford sur la tombe et le monument dans l'église de Shakespeare. Par exemple, dans l'édition des œuvres complètes chez Robert Laffont, on trouve ce poème comme le dernier des poèmes, avec le titre Épitaphe sur lui-même, avec un doute sur le fait de l'attribution. Et le texte en est « Ami, pour l'amour de Jésus, évite ou abstiens-toi de remuer la poussière enclose ici. Béni soit l'homme qui épargne ses pierres, qui respecte ses pierres. Maudit celui qui déplace mes os. » Et là encore, un commentaire, c'est souvent le cas dans Shakespeare, incertain, instable, entre cette volonté de l'épitaphe, la crainte de voir les ossements transportés et être mis dans une fosse commune. Et c'était évidemment une crainte partagée, d'où la formule rituelle d'une injonction à ne pas disperser les ossements dans des charniers collectifs, comme par exemple était le cimetière des Saints Innocents à Paris, et
Greenblatt, dans son interprétation, utilisant en fait, mais il n'est pas le premier était Une vie de Shakespeare en 1909, étant de rajouter à cette crainte une autre crainte, ou de lui en faire l'alternative, et qui aurait été celle de voir les restes de Shakespeare mis en commun avec ceux de son épouse. Et donc on trouve une logique là dans une vision d'une distance répétée à différents registres. Alors pour terminer cette première partie, le monument qui est érigé à Shakespeare après sa mort est à la fois un monument de pierre, puisque avant 1623, on ne sait pas exactement à quelle date, il y a un buste de Shakespeare qui est érigé dans l'église de Stratford, qui n'est pas sur la tombe, la pierre tombale est en dehors de cela, mais compte un buste avec une inscription qui célèbre Shakespeare, traduction assez libre, Shakespeare, avec qui la nature vivante est morte, puisque tout ce qu'il a écrit inscrit l'art de la vie sur la page. Donc on retrouve là une discussion sur l'art et la nature qui obsède dès le XVIIe siècle les textes sur Shakespeare, c'est-à-dire le fait que son inspiration est celle qui transmet le plus immédiatement, sans écran, les forces vives de la nature, ou une interprétation qui insiste évidemment sur l'art, sur la compétence, l'excellence esthétique. Le deuxième monument est un monument de papier, c'est le folio de 1623, 36 pièces, réunies par deux des récipiendaires de l'argent pour acheter des anneaux funéraires, des anneaux de deuil, c'est-à-dire Hemmings et Condell. Et dans ce monument de papier, le folio de 1623, on trouve en ouverture, comme dans le Persiles et Sigismunda, des poèmes en l'honneur, à la mémoire de Shakespeare. La différence, c'est que là, ils sont signés par des auteurs d'une grande envergure. Le premier, le plus célèbre, c'est celui de Ben Jonson, à la mémoire de Master William Shakespeare, bien aimé, My Beloved Master William Shakespeare. Deux poètes respectables, Hugh Holland et Leonard Digges, qui le premier écrit sur la vie, du fameux poète dramaturge Master William Shakespeare, c'est Upon the Lines and the Life, donc sur la vie et sur les vers. Et puis Leonard Digges, To the Memory of the Deceased Author, Master William Shakespeare. Le dernier de ces poèmes, très souvent non commenté, mais qui va me servir de conclusion et de transition, c'est un poème de James Maybe, M-A-2-B-E. Et James Maybe, To the Memory of Master William Shakespeare, est peut-être plus qu'un poète, un traducteur. Et il est un traducteur de l'espagnol, il est le traducteur du Guzmán de Alfarache, de Matteo Alemann, et il est le traducteur aussi d'une édition qui n'était pas complète, mais des nouvelles exemplaires. Cas intéressant d'ailleurs, puisque sur la page de titre de cette édition, son nom lui-même est traduit. Maybe Diego Puede Ser. William Maybe, mais Maybe se traduit par Puede Ser. Et donc là, on a une traduction ironique qui va jusqu'à traduire le nom du traducteur. Mais vous voyez que pourquoi ma conclusion et ma transition, c'est qu'avec Maybe, on trouve un des poètes qui écrit à la mémoire de Shakespeare et en même temps l'un des traducteurs de Cervantes en anglais au début du XVIIe siècle. Ce qui fait que dans la deuxième partie, j'aimerais qu'après cette rencontre dans la mort, on puisse commencer à voir la rencontre dans la vie, soit imaginée, soit attestée, des deux auteurs décédés en 1616.